Bonjour, messieurs, dames. Alors, aujourd'hui, avant-dernière capsule sur les phénomènes astronomiques. Donc, on va voir les impacts météoriques. Donc, voilà. À la fin de la vidéo, je vais vous inviter à aller voir une autre courte vidéo que je vais faire. C'est une petite expérience que je vais vous inviter à faire. En fait, ça va être votre devoir, là. Votre principal devoir, ça va être de faire cette expérience-là. Donc, ça va être une autre petite vidéo que je vais faire à écouter. Ce ne sera pas très long, celle-là. Celle-ci, je vais peut-être m'emporter parce que c'est un truc que j'aime beaucoup. En fait, j'ai comme un peu appris tout ce que je viens de vous dire. En fait, il y avait plein de choses que je connaissais déjà, sauf que là, j'ai appris vraiment beaucoup de choses, encore plus, en créant ma capsule. C'est quelque chose que je tripe, là. Je trouve ça vraiment intéressant comme sujet. Fait que j'essaie que ce soit pas trop long, mais ça se peut que ça dépasse de 15 minutes. Là. Vous me connaissez, là, vous savez que j'aime parler. Là. Fait que ça se peut que ça dépasse un peu de 15 minutes. Je suis désolé. Alors, on commence ça. Je vous partage mon écran. Et voilà, on commence. Donc, les impacts météoritiques qu'on va voir aujourd'hui, météoritiques faisant référence à météorites. Donc, avant de parler des impacts, il faut savoir c'est quoi la différence entre un astéroïde, un météore et un météorite. Donc, un astéroïde, on l'a déjà vu, mais rapidement, c'est un astre de grandeur variable, donc ça peut être plutôt petit jusqu'à vraiment énorme, là, donc plusieurs centaines de kilomètres. De forme habituellement patatoïde, je vous rappelle que patatoïde, ça veut dire que dans le fond, c'est pas rond, c'est comme une patate. Une patate, ça a une forme un peu ronde, là, mais un peu n'importe comment en même temps. Souvent, ça va être en orbite autour du Soleil dans la ceinture d'astéroïdes. Puis, si son orbite passe près de la Terre, parce qu'il y a certains astéroïdes que l'orbite va passer un peu plus proche de la Terre, et quand son orbite passe proche de la Terre, on va dire que c'est des géocroiseurs. Géo, ça veut dire Terre, donc c'est des croiseurs de la Terre. Si l'astéroïde atteint l'atmosphère terrestre, là, on va l'appeler météoroïde. Okay? Donc, les météorites, vous allez voir, météoroïde, c'est on a deux sous-catégories, là. Mais donc, c'est un météoroïde si il rentre dans l'atmosphère terrestre. Les météoroïdes sont souvent des parties de plus gros astéroïdes, mais qui vont s'être détachés à la suite d'une collision. Donc, mettons, il y a deux gros astéroïdes qui avancent. Là. À un moment donné, il y en a un qui va un peu plus vite, il frappe sur l'autre. Il y a une collision, ce qui va faire un peu changer la trajectoire du deuxième qui vient de se faire. En fait, les deux vont changer un peu de trajectoire, et il y a de fortes chances qu'il y ait une partie d'un des astéroïdes qui casse et qui, lui, change complètement de trajectoire. À ce moment-là, quand il va y avoir un changement de trajectoire de cette partie-là d'un astéroïde cassé, on va l'appeler météoroïde, parce que souvent, ils vont se diriger, s'ils se dirigent vers la Terre, on va l'appeler météoroïde. C'est ça. Donc, c'est des bouts d'astéroïdes plus gros. Donc, c'est ça qui explique le changement de direction. Donc, c'est pour ça qu'ils ne sont plus dans leur orbite normale, qu'ils soudainement se dirigent vers la Terre, c'est parce qu'il y a eu un impact. C'est ça aussi qui font qu'habituellement, ils ont un diamètre beaucoup plus petit que les astéroïdes, parce que c'est des portions d'astéroïdes. La plupart du temps, ils vont avoir moins d'1 mètre. Donc, ils ne sont pas si gros que ça. Donc, maintenant, un météore. Donc, c'est quoi la différence entre météore et météorite? Donc, ça, c'est deux mots que vous avez probablement déjà entendus. Vous êtes probablement dit que c'est la même chose, que c'est juste deux mots pour le même principe, mais non. Donc, dans la catégorie météoroïde, on a deux choses, météore, météorite. Un météore, c'est un météoroïde qui va rentrer dans l'atmosphère terrestre et qui va brûler. Donc, en fait, le météorite aussi va brûler, mais le météore, ce qui va se passer, c'est que en brûlant, il va faire une traînée de lumière parce que quand il rentre dans l'atmosphère, ce qui se passe, c'est qu'il y a de la friction. Faites ça avec vos mains rapidement, puis vous allez sentir que vos mains vont chauffer. Donc, la friction fait qu'il y a une augmentation de l'énergie thermique qui se produit. C'est le même principe avec le météore ou le météoroïde qui rentre dans l'atmosphère. Quand il rentre dans l'atmosphère, dans l'espace, il n'y a rien. Okay? On se rappelle que l'espace, c'est du vide. Quand on rentre dans l'atmosphère, qu'est-ce qu'il y a de plus dans l'atmosphère? Il y a de l'air. Donc, il y a des atomes qui sont là, des atomes d'oxygène, d'azote, etc., donc qui forment l'air. Donc, il y a de la matière maintenant sur laquelle se frotter. Donc, il y a un frottement qui va se produire. Partez à courir dehors, vous allez sentir du vent dans votre face. Et le vent dans votre face, c'est que vous êtes en train de frapper les atomes d'air, puis ça crée du frottement, puis vous sentez ce frottement-là. Vous n'allez pas assez vite pour que ça devienne chaud. Mais un météore ou un météoroïde qui rentre dans l'atmosphère, il va à une vitesse de 11 à 70 km/s. Ça veut dire 39 000 à 252 000 km/h. Okay? Donc, c'est vraiment très rapide. Et cette vitesse-là, avec le fait qu'il est en train de frotter du vent comme ça dans sa face, ben, ça fait que la friction augmente tellement qu'il va commencer à surchauffer puis il va partir à brûler. Quand il commence à brûler, c'est là qu'il va perdre la matière. Il va tellement brûler fort qu'il va perdre la matière. C'est là la différence entre météore et météorite. Météore, c'est qu'il va brûler avant de réussir à rejoindre le sol. Il va tout avoir brûlé complètement. Il va s'être consumé au complet avant d'avoir atteint le sol. Météorite, quand on rajoute le hit à la fin, c'est que le météore a réussi à atteindre le sol. Donc, il s'est rendu jusqu'au sol puis il a frappé le sol. Ça se peut qu'il ait frappé juste avec un grain de sable.
Si c'est gros de même, qui atteint le sol, on va quand même dire qu'il a frappé le sol. Un grain de sable qui rentre sur la Terre, bien, qui va frapper la Terre, ça ne va pas faire un très gros cratère, ça ne va pas faire un très gros trou. Donc, ça se peut qu'on ne s'en rende même pas compte. Mais s'il réussit à atteindre le sol, on va appeler ça météorite. S'il n'atteint pas le sol, on appelle ça météore. Et dans les deux cas, ce sont ça les étoiles filantes. Les étoiles filantes, c'est un bout d'astéroïde, donc un météoroïde, qui est rentré dans l'atmosphère et qui brûle. Et là, on le voit brûler, puis c'est ce qui va créer notre illusion que c'est une étoile qui bouge. Ce n'est pas une étoile, c'est un bout d'astéroïde qui brûle. Les étoiles, c'est trop loin. La seule étoile la plus proche, c'est le Soleil. Les autres sont tellement loin, c'est pour ça qu'on les voit en minuscules. Mais quand on voit un astéroïde qui rentre dans l'atmosphère et qui brûle, on a l'impression que c'est une étoile. Si on en a des plus gros, on va appeler ça un bolide. Donc, un météoroïde gros, on va l'appeler bolide. Et les bolides, quand ils rentrent dans l'atmosphère terrestre, ils peuvent être même visibles de jour. Donc, ça fait une étoile filante, mais visible de jour. Vous avez peut-être déjà vu ça récemment. Je ne sais plus trop, ça fait combien de temps? Peut-être 5 à 10 ans. Là. Je suis plus trop sûr du range de temps. Là. Mais il y en a eu un en Russie il y a 5 à 10 ans. Les gens ils pensaient que c'était un vaisseau spatial qui venait d'arriver sur Terre. Là. Il y a eu un bolide qui est rentré dans l'atmosphère terrestre et qui s'est écrasé. En fait, ça a été un météorite, là, parce que lui, il s'est écrasé sur Terre. Et il s'est rendu en Russie. Puis les gens en Russie, c'était en pleine journée, puis ils voyaient cette grosse flamme-là, cette grosse boule de flamme-là qui venait frapper le sol. Puis elle a atteint le sol, justement. Et donc, ça, c'était un bolide parce qu'il était beaucoup plus gros, puis on le voyait de jour. Il était tellement lumineux qu'on le voyait de jour. Donc, ça, c'est la différence entre astéroïde, météoride, météore et météorite. Okay? Donc, ça, c'est la différence. Maintenant, donc, juste une petite image ici pour faire la différence. Donc, on a la comète. Ça, c'est la comète, c'est ce qu'on a vu dans la dernière capsule. Donc, la comète, c'est pas la même chose. La comète, pourquoi elle devient lumineuse? C'est parce qu'elle s'approche du Soleil. Elle fait un orbite autour du Soleil. Mais plus elle s'approche du Soleil, elle commence à se sublimer. Cette queue-là de sublimation de gaz et de poussière s'illumine à cause du Soleil, puis on la voit. Mais quand elle s'en va, quand elle retourne loin du Soleil, elle disparaît parce que la sublimation arrête. Donc, ça, c'est une comète. L'astéroïde, c'est quelque chose de patatoïde et de très gros. Le météoroïde, c'est une partie de l'astéroïde qui s'approche de la Terre. Le météore, c'est celui qui rentre dans l'atmosphère terrestre et qui commence à brûler, l'étoile filante. Et le météorite, c'est s'il atteint le sol. S'il n'atteint pas le sol, il reste dans la catégorie météore. Oups. Donc, il y a plein de gens qui disent on va tous mourir, c'est sûr qu'on meurt avec les astéroïdes qui nous tombent sur la tête. Non, justement, on a une belle chose qui s'appelle une atmosphère. Donc, l'atmosphère, ça nous protège. Je viens d'en parler, quand il y a un météoride qui rentre dans l'atmosphère terrestre, il brûle. Okay? Donc, la plupart du temps, ils vont brûler au complet avant d'atteindre le sol. Quelquefois, il y en a qui atteignent le sol, mais ils ne vont pas créer des impacts assez gros. Donc, les météorites brûlent, puis ils n'atteignent pas le sol. Donc, puis même si les astéroïdes peuvent atteindre plusieurs kilomètres de large, normalement, les astéroïdes ils gardent leur orbite. Okay? Donc, les météorides, eux, c'est 2 astéroïdes qui se sont entrés dedans. Il y a eu un bout de l'astéroïde qui s'en vient sur la Terre. Mais l'astéroïde, lui, comme tel, la grosse affaire, habituellement, l'astéroïde va garder son orbite autour du Soleil. C'est bien rare que soudainement, il y a un astéroïde qui change de direction et qui s'en va sur la Terre. Okay? Ça peut arriver, on va le voir dans la prochaine diapo, mais c'est très rare. Donc, habituellement, c'est des petites choses qui s'en viennent sur Terre, puis les petites choses, bien, soit qui brûlent au complet avant de toucher le sol, ou même s'ils réussissent à atteindre le sol, bien, les chances qu'ils tuent quelqu'un sont assez petites parce que de toute manière, la Terre, la plus grande partie de la Terre est habitée par l'eau et non par l'homme. Puis même si ça atteint une zone habitée, habituellement, ça va être des petites choses. On a déjà eu des gens qui ont reçu un météorite sur leur toit, puis ça a cassé leur toit, mais pas assez pour les tuer eux. Donc, des cas d'humains qui ont été tués par météorite, il y en a probablement, mais il ne doit pas en avoir beaucoup. Mercure, la Lune et les autres satellites. Donc, ça, c'est des bons exemples de ce qui se passe si on n'avait pas d'atmosphère. Donc, la Lune et Mercure, et presque tous les satellites, sauf Titan, je vous rappelle, mais tous les autres satellites n'ont pas d'atmosphère. Donc, comme ils n'ont pas d'atmosphère pour les protéger, ben, ces astres-là, donc Mercure qui est la planète et tous les autres satellites, ben, ils sont ravagés par des bombardements d'astéroïdes, de météorites. On le voit ici. Donc, ça, c'est une image qui a été prise par la NASA sur la Lune. Donc, ça, ce sont tous des cratères. Tout ce que vous voyez, là, tous les trous, ce sont des cratères de météorites qui ont frappé la Lune. Pourquoi ils ont frappé la Lune? Parce que la Lune n'a pas d'atmosphère, donc elle n'a rien pour la protéger. Même chose ici, sur la planète Mercure, tous les points blancs lumineux, là, donc ça, c'est une image qui a été quand même modifiée pour qu'on les voit mieux. Là. On ne la voit pas comme ça au télescope. Mais tous les points blancs lumineux avec les traits que vous voyez, là, ce sont tous des impacts d'astéroïdes, okay? de météorites, pardon. Donc, ce sont tous des cratères. Tous les satellites, à peu près, sont comme ça. Okay? Ils ont tous tout plein de cratères parce qu'il n'y a rien pour les protéger, sauf Titan, je vous rappelle, parce qu'elle a une atmosphère.
Maintenant, la fréquence de nos bombardements, entre guillemets, là, de nos bombardements cosmiques. Sur Terre, la fréquence de ceux-ci, ça ressemble un peu à ça. Donc, des bombardements de météorites de 10 cm, voire même jusqu'à 10 mètres, on en a environ 200 qui viennent sur Terre par année. Sauf que sur les 200, là, on parle d'une collision, mais on parle d'une collision avec l'atmosphère. La plupart ne vont pas atteindre le sol. Okay? Donc, ceux de 10 cm, la plupart n'atteignent pas le sol, c'est sûr certain. Puis même dans ceux de 10 mètres, sont plus rares, là. Mais dans ceux de 10 mètres, souvent, oui, il y en a qui vont atteindre le sol, mais avant d'atteindre le sol, il va tellement avoir brûlé que ce qui va atteindre le sol, ça va être gros comme mon poing, mettons. Donc, ce n'est pas si dramatique. Des 50 mètres, donc là, on commence à être dans le plus gros, on en a 1 ou 2 collisions par 100 ans. Donc, il n'y en a vraiment pas beaucoup, ça non plus. Ça arrive quand même, mais pas beaucoup. Puis comme je vous rappelle, comme la Terre, elle est recouverte principalement d'eau, les chances que ça tombe sur quelqu'un sont assez minces. Souvent, ça va tomber plus dans l'eau. Des 100 mètres donc des plus de 100 mètres, ça, c'est à tous les 1000 ans. Okay, donc ça, c'est encore plus rare. Pardon. Donc, à tous les 1000 ans, on en a de plus de 100 mètres. Encore une fois, quand il atteint le sol, il n'est pas nécessairement à 100 mètres de diamètre. Il va avoir brûlé en bonne partie. Des 1000 mètres, donc des 1 km de diamètre, ça, c'est à tous les 300 000 ans. Okay, donc ça, c'est vraiment très, 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 très rare. Puis des astéroïdes de 10 000 mètres, okay, donc de 10 km ou plus, ça arrive une fois aux 100 millions d'années. Puis là, vous allez voir, je vous donne plein d'exemples dans les prochaines diapos, mais aux 100 millions d'années, ce qui veut dire que c'est plutôt rare. Sauf que ceux-là, okay, à partir en fait du 100 mètres, à partir du 100 mètres, là, en fait, dès qu'on mesure autour du 100-130 mètres, les astronautes, en fait, les gens qui travaillent dans les bases spatiales, là, comme à Houston, au Texas, par exemple, ben, ils vont les analyser, ils vont les observer, ils vont les surveiller pour être sûr qu'ils ne viennent pas sur Terre, parce que s'ils s'approchent de nous, s'ils s'approchent à moins de 8 millions de kilomètres, tu te dis, ouais, 8 millions, c'est loin, mais 8 millions, c'est quand même assez proche pour la Terre. Donc, s'ils s'approchent à moins de 8 millions de kilomètres de la Terre, on va les observer pour voir qu'est-ce qui va se passer, parce qu'ils sont potentiellement dangereux. Okay? Mais ça arrive quand même fréquemment. Fréquemment. Ça arrive quand même souvent qu'on les voit passer, mais qui touchent la Terre, c'est jamais arrivé de notre vivant. Okay? Donc, depuis que la NASA existe, c'est jamais arrivé. Donc, depuis les débuts 1900, mettons, là, on n'en connaît pas qui se sont passés. Donc, ça arrive quand même rarement. Sinon, l'astéroïde qui est rentré en contact avec la Terre, qui a fait disparaître les dinosaures, avait probablement, on ne le sait pas trop, là, parce qu'il a disparu, ce météorite-là, puis on n'était pas là à ce moment-là, mais il y avait probablement entre 11 000 et 81 000 mètres, donc 11 à 81 km de diamètre. Puis il a créé un cratère de 170-177 km, en fait, je vais vous en parler dans une prochaine diapo. Mais donc, lui, avec cette grandeur-là, là, donc de 10 000 mètres, là, qui ressemblait plutôt à lui, il a réussi à faire disparaître les dinosaures, tellement sa force était intense. Maintenant, un astroblème. Donc là, on vient de voir c'est quoi les choses qui peuvent nous tomber dessus. Mais maintenant, qu'est-ce qu'elle crée quand il nous tombe dessus? Voici ce qui va se créer. Donc, quand un météoroïde, donc un météorite, va toucher le sol, il va créer un cratère d'impact, qu'on va appeler. Si ce cratère d'impact-là devient de moins en moins visible avec le temps, à cause de l'érosion, à cause du fait qu'il y a des arbres qui poussent, à cause de plein d'affaires, là, on va l'appeler astroblème. Donc, l'astroblème, c'est un vieux cratère d'impact d'un météorite qui a touché le sol. On va les différencier avec ce nom-là, l'astroblème, pour éviter la confusion avec un cratère qui serait dû à une bombe ou qui serait dû à une explosion volcanique, par exemple, donc des roches qui tombent. Donc, pour éviter la confusion, quand on sait que c'est un cratère qui est dû à quelque chose qui nous vient de l'espace, on va appeler ça un astroblème. Un vieux cratère, pardon. Là. Quand on sait que c'est un vieux cratère qui nous provient de quelque chose de l'espace, on va appeler ça un astroblème. Au Québec, on en a une dizaine d'astroblèmes sur les quelques 184 qui sont connus dans le monde. Okay? Donc, on en a quand même beaucoup au Québec. Un, dû au fait qu'on a une grande surface. Deux, dû au fait aussi que le Québec, surtout le nord du Québec, n'a pas vraiment changé depuis des millions d'années. C'est resté pas mal pareil depuis des millions d'années. C'est pour ça qu'on peut bien les voir. Donc, premier astroblème connu, et c'est un des plus connus sur Terre, en fait, dans le monde. C'est ça, c'est un des plus connus dans le monde. C'est l'astroblème de Manicouagan. On l'appelle aussi l'œil du Québec. Pourquoi? Parce que l'œil du Québec, on est capable de le voir de l'espace. Donc ça ici, la photo que je vous ai mise là, c'est une photo qui vient de l'espace. Donc c'est une photo qui a été prise par l'Agence spatiale canadienne. Ah, d'ailleurs, mon petit, je l'avais écrit, mais on ne le voit plus. Je vais le réécrire dans celui que je vais vous envoyer. On le voit ici. Donc ça ici, c'est notre astroblème de Manicouagan. Si vous avez déjà pris l'avion, surtout en provenance d'Europe ou d'Afrique ou de l'Asie, en revenant vers Montréal, vous l'avez probablement vu. Moi, en fait, c'est une des choses que je regarde beaucoup quand je sais qu'on arrive autour du Québec. Parce que dès que je me penche vers le hublot et que je vois cette chose-là, je sais qu'on est vraiment rendu par-dessus Québec.
En fait, on est rendu probablement par-dessus l'île d'Anticosti ou par-dessus la Gaspésie quand on commence à le voir. Donc, on le voit très, 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 très bien du ciel, encore, puis même de l'espace. C'est le réservoir des barrages hydroélectriques de la Manic. Donc, si vous connaissez ça, des barrages de la Manic, Manic 5, Manic 4, Manic 2 et 1, ou c'est Manic 3, 2, 1. En tout cas, il y a un des Manic qui n'existe pas parce que la chute a disparu. Bref, si vous êtes déjà allé dans ce coin-là, qui est dans le nord de Bécomo. Donc, il faut aller très loin, il faut aller jusqu'à Bécomo, qui est genre ici, au Québec, là, qui est à peu près ici. Puis là, à partir de là, il faut monter plusieurs centaines de kilomètres pour se rendre jusqu'à Manic. Super intéressant. Si vous êtes déjà allé voir ce barrage hydroélectrique-là, c'est complètement fou à visiter. C'est vraiment très cool. Si, comme vous allez rester au Québec cet été parce que vous ne pouvez pas voyager dans le monde, moi, je vous conseille de demander à vos parents d'aller dans le nord du Québec et d'aller là. Pour vrai, c'est complètement malade d'aller visiter cette centrale hydroélectrique-là, d'aller voir aller voir cet astroblème aussi. C'est super impressionnant. Donc, lui a été formé il y a 215 millions d'années, qui est un des plus vieux encore visibles. Parce que vous allez voir, je vais vous en présenter des plus vieux après, mais on ne les voit plus vraiment, parce qu'ils ont trop changé avec les changements d'érosion et tout. Mais lui, on le voit encore très, très bien. Son diamètre, il est d'environ 100 km, donc de là à là, c'est environ 100 km. Puis, comme je le disais, il est visible de l'espace. Donc, lui, super intéressant à aller voir, puis parce qu'on le voit justement encore très bien. C'est un astroblème très bien conservé. Prochain, l'astroblème de Charlevoix. Donc, l'astroblème de Charlevoix, ça aussi, c'est au Québec. Charlevoix étant une région où est-ce que vous allez retrouver des villes de Baie-Saint-Paul, de la Malbaie, si vous êtes déjà allé dans ce coin-là. Là. Donc, ça aussi, c'est vers le nord du Québec, mais un peu avant. C'est un peu après Québec. C'est environ à 1 heure de Québec. Lui, il est vieux de 365 millions d'années. Donc, lui, il est plus vieux que l'autre, puis il mesure 56 km de diamètre. Cependant, celui-là, contrairement à celui de la Manicouagan, il est moins visible. Il a vraiment changé. Il y a eu des changements géologiques qui se sont produits à travers les 365 millions d'années. Les arbres ont poussé, etc. Donc, il y a plein de choses qui ont fait qu'on le voit vraiment moins bien. Sauf que l'Agence spatiale canadienne a réussi à prendre des photos radar, donc qui ont changé les contrastes, et ça a pu nous donner cette photo-ci. Et on voit très bien, ici, là, si vous remarquez bien, on voit très bien la différence de géologie entre ici et ici. Okay? Donc, il y a vraiment une très grosse différence. Puis, on voit le rond du cratère. Baie-Saint-Paul, c'est juste ici. La Malbaie, c'est juste ici. Okay? Donc, on a vraiment la forme qui a été créée puis où les villes sont faites. D'ailleurs, si vous êtes déjà allé dans cette région-là, vous aurez remarqué que vous êtes sur l'autoroute, sur la route, très, très, très haut. Puis là, soudainement, vous arrivez en haut, puis là, il y a une très grande descente. Puis là, en bas, vous voyez Baie-Saint-Paul. Et ça, c'est le début du cratère qui est en train de se créer par le fait qu'il y a eu le météorite qui est tombé à cet endroit-là. Donc, quand on est sur la route, on est environ ici. Puis là, on est très, 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 très haut. On est à peu près 700 ou 800 mètres d'altitude. Puis là, soudainement, la route, elle descend. Puis c'est super à pic. D'ailleurs, il y a des fosses à sable pour les camions. Les camions, là, s'ils descendent dans ce coin-là, ça descend tellement à pic. S'ils sont plus capables de freiner, bien, ils peuvent se jeter dans des fosses de sable pour être sûr de ne pas tomber dans le vide puis mourir. Là. Ils ont des fosses de sable sur le bord du chemin pour tomber à côté. Donc, ça descend très vite, mais du haut, on va voir Baie-Saint-Paul en bas. Puis ça, c'est vraiment le bas du cratère. On est dans le fond du cratère à cet endroit-là. Mais on ne le voit pas super bien. Si on n'a pas cette photo-là, on ne s'en rend pas compte que c'est un cratère. On pourrait juste dire « Ah, on est en haut d'une montagne ». Mais non, avec la photo, on voit vraiment très bien que c'est rond. C'est très, très, très rond. Donc, c'est vraiment un cratère d'impact. Donc, voilà. Lui, il est super intéressant aussi. Prochaine photo. Le cratère de Chicxulub. Donc, le cratère de Chicxulub, je ne sais pas si je le prononce bien, mes amis espagnols pourront me corriger. Le cratère de Chicxulub, c'est celui que je vous parlais tout à l'heure, c'est celui qui nous montre la disparition des dinosaures. Donc, c'est dans la péninsule du Yucatan au Mexique, donc ici, là, si vous connaissez un peu votre Amérique du Sud. C'est cette partie-là de l'Amérique du Sud, du Mexique en fait. Et c'est un cratère, c'est un cratère de 177 km de diamètre. Puis lui, il a environ 66 millions d'années. Donc lui, il est beaucoup plus jeune que les autres, que les deux autres que je vous ai montrés, sauf que lui non plus, on ne le voit plus parce qu'il est en partie sous l'eau. Okay? Donc il y a une bonne partie qui est sous l'eau. Puis la partie qui est sous terre, officiellement, on pourrait voir les traces du cratère, mais elle est à 1000 mètres sous terre. Donc il y a eu de la roche qui s'est accumulée au fil des années. Fait qu'on ne voit plus du tout le cratère. Sauf qu'on sait qu'il est là à cause de justement sous l'eau. Il y a des plongeurs qui l'ont vu. Avec des photos infrarouges, par exemple, du ciel, on a pu le remarquer. Et lui, c'est le cratère qu'on répute pour la disparition des dinosaures. Ça serait, comme je vous l'ai dit, ça serait un astéroïde de 11 à 81 km de grosseur. Puis ça ici, l'image que vous voyez ici, c'est un dessin, donc ce n'est pas une vraie photo, on n'était pas là à l'époque. C'est un dessin d'un artiste qui a représenté à quoi ça aurait pu ressembler.
Mais donc, ça, il y a quand même des scientifiques derrière qui disent oui, ça aurait pu ressembler à ça. Donc, on voit la force d'impact qui est vraiment puissante, qui a créé cet énorme cratère-là de 177 km. Puis, qu'est-ce qui a fait que ça a fait disparaître les dinosaures? C'est que, quand vous allez voir dans une des prochaines diapos, quand le cratère tombe, il crée une onde de choc après. Cette onde de choc-là vient tout ramasser comme une bombe. C'est exactement le même principe qu'une bombe. Ce qui tue ou ce qui détruit dans une bombe, c'est pas le feu que ça crée. Ben oui, après, le feu, ça n'aide pas, là. Mais c'est pas le feu à la base qui crée, c'est l'onde de choc. Comme si je te soufflais d'en face, mais tellement fort que ça te tue. Okay? Ou que ça te détruit tout autour. C'est le même principe. Ça crée une onde de choc, donc l'air fait pouf, puis elle vient tout détruire autour à cause de cette onde de choc-là. Mais donc, ça ici, vous voyez la force d'impact que ça a créé. Ça a créé une onde de choc qui a fait le tour de la Terre au complet. Ça a tué à peu près tout ce qui était vivant. Pas tout au complet, mais les gros animaux, donc les gros dinosaures, ont tous été tués. Et donc, on estime à plusieurs bombes atomiques. Ah, d'ailleurs, je vais vous le rajouter dans le diapo. Là, je n'aurai pas le temps de vous le montrer. Mais dans une autre diapo, je vous montrerai à quoi ça ressemble une bombe atomique. Et là, pensez à plusieurs milliards de bombes atomiques en même temps qui vont tomber. Vous allez voir à quel point c'est très gros. Prochain cratère, et le dernier que je vous montre, c'est le cratère de Mistassini-Otish. C'est un cratère qui n'est pas prouvé pour le moment, donc c'est une hypothèse d'un géologue québécois qui s'appelle Serge Genet. Donc, on n'a pas de preuves tangibles. Lui, il y a quelques idées, il y a quelques preuves pour amener son idée, mais on ne peut pas le prouver encore tout à fait. Ça serait le plus gros astroblème de la Terre présentement, avec un diamètre de 600 km. 600 km, c'est 3,5 fois celui-là. Okay, donc ça, c'est 177 km. Faites x 3,5 en grosseur. Puis vous arrivez à ce cratère-là de Mistassini-Otish. Donc, imaginez la force que ça a pu créer si l'autre il a pu tuer tous les dinosaures avec des milliards de bombes atomiques, l'équivalent de milliards de bombes atomiques. Lui, imaginez comment il était encore plus grand. Ça se serait passé il y a 2,2 milliards d'années. Il faut savoir que la Terre a 4,5, fait que ce serait au milieu de la vie de la Terre. Mais à l'époque, la vie n'existait pas vraiment encore sur Terre. Il y avait des unicellulaires, donc des êtres vivants à une seule cellule, et on n'avait pas encore une vie très, très poussée à ce moment-là sur Terre. Donc, c'est pour ça que la vie n'aurait pas non plus été éradiquée par ça, parce que comme ils sont tout petits, l'onde de choc, ça ne les a pas atteints vraiment. Un peu le même principe que si moi, je te souffle d'en face, mais que tu as une fourmi dans la main, toi, ça se peut que ça te gosse, mais la fourmi ne sentira rien. C'est un peu le même principe avec ça. Même s'il y a une onde de choc ultra intense qui fait le tour de la Terre, bien, les petits unicellulaires qui sont cachés sous l'eau, bien, ils ne s'en rendent pas vraiment compte. Ça ne change rien pour eux. Donc, c'est pour ça que la vie, elle n'a pas été éradiquée non plus. Il est situé au Québec. Donc, on voit le point d'impact aurait été ici. Là, vous avez le rond ici de Chicxulub, donc de Chicxulub qui était celui que je parlais précédemment. Celui en vert ici, c'est un cratère qui est en Afrique du Sud, qui, lui, pour le moment, est le plus gros connu, donc de 300 km. Et en rouge, ce serait le cratère de Mistassini-Otish, mais je dis bien serait, parce qu'on ne le sait pas, on n'a pas de preuves encore assez tangibles pour le prouver. Mais une des choses qui fait dire à ce monsieur-là, Serge Genet, que c'est probablement ça, c'est la présence de ce lac-là, qui s'appelle le lac Mistassini. Vous voyez sa forme un peu particulière, qui est un peu en arc de cercle. Puis il y a une autre chose aussi, une autre preuve qui est une montagne un peu plus loin, qui est qui est plus par ici, qui a exactement la même forme aussi. Donc ça serait comme un bout de cratère. Ça serait le fait que le cratère, avec l'onde de choc, aurait repoussé ça et aurait créé ce lac-là et cette montagne-là. Donc ça, c'est sa preuve pour le moment. Il y en a d'autres, je ne rentrerai pas dans les détails. Si vous voulez lire, je vous ai mis le lien ici. Super intéressant. En plus, il y a aussi le reportage de découverte. Donc, vous pouvez l'écouter si vous voulez. Mais donc, ça ici, ça serait probablement le cratère le plus gros. On a une autre hypothèse d'un autre cratère très gros aussi au Groenland qui, lui, aurait 500 km de diamètre. Mais lui non plus, on n'a pas tout à fait les preuves pour dire clairement que ce cratère-là existe. Mais donc, ça s'est passé il y a 2,2 milliards d'années, quand il n'y avait pas encore grand-chose, que la Terre était encore très aride, là, il ne se passait pas grand-chose, que l'atmosphère n'était pas l'atmosphère qu'on connaît présentement. Aujourd'hui, notre atmosphère est beaucoup plus dense, elle protège mieux. À l'époque, l'atmosphère protégeait moins. Mais de toute manière, pour avoir un cratère aussi gros, l'astéroïde serait très gros encore. Là. Puis si ça arrivait aujourd'hui qu'un astéroïde aussi gros arrivait sur Terre, on serait pas mal foutu, même si on a une atmosphère plus dense. Je vous ai mis ici un GIF qui vous montre comment se produit un cratère. Donc, on a eu l'impact ici, et là, il y a des ondes de choc qui se créent. Les ondes de choc vont tranquillement détruire la Terre et vont même la faire fondre. Et là, si vous avez déjà vu, vous avez déjà vu ça, c'est sûr que vous avez déjà fait ça, lancer une roche dans de l'eau. Vous voyez qu'il y a comme une onde de choc qui se crée dans l'eau, puis ça fait comme un petit whip qui remonte par en haut puis qui retombe après. C'est le même principe qui se passe avec la Terre ici. Donc, ça crée l'onde de choc, ça remonte après,
l'onde de choc est tellement intense que ça fait fondre la Terre, donc le melt, là, le noir qui est ici, et là, ça va remonter vers le centre, puis ça va lancer plein de roches sur les côtés. Ça remonte comme ça, comme on vient de voir ici, vers le centre, et ça redescend après pour recréer le cratère. Donc ça, c'est, si mettons, on s'en vient voir ici, le Manicouagan, bien, ça ici, l'île qui est au milieu du lac, bien, c'est un peu le même principe que, je vais vous montrer dans quelques instants, le même principe que, là, ça fond encore, et là, ça va recommencer à monter. Bien, ça ici, choup, qui remonte par en haut, ça, c'est l'île. Okay? Donc, ce bout-là, c'est l'île qui, elle, à la place de se réécraser, elle est restée par en haut. Et là, on voit aussi, c'est ça, il y a une bonne partie qui se passe instantanément, mais après ça, toute la dégradation pour faire juste un fond, ça se fait sur plusieurs centaines d'années. Il y a plusieurs autres cratères au Québec. Je ne vais pas tous les nommer, ça serait trop long. Vous pourrez aller voir la page 272 de votre cahier. Vous en avez une couple qui sont bien écrits, puis voilà. Donc, allez y jeter un coup d'œil. Ensuite, les exercices que je vous demande de faire pour cette capsule-là, c'est la page 273 à 275. Je vais vous mettre le corrigé jeudi après-midi par rapport à ça. Et comme je vous l'ai dit, l'autre chose, ça va être d'aller voir ma deuxième petite vidéo, qui est une vidéo d'une expérience que je vais vous montrer pour savoir comment ça se crée justement un cratère. Donc, vous pourrez aller la voir. Et ce que je vous demande comme devoir par rapport à ça, c'est de vous filmer quand vous la faites. Donc, essayez-la, filmez-vous. Je conseille de faire 3-4 essais. Là. Pas besoin d'en faire 1000, là, juste 2-3 même, ça peut être assez. Mais un des essais, essayez de le filmer sur votre iPad, vous pouvez tous faire ça, là, le filmer au ralenti. Parce qu'au ralenti, vous allez vraiment bien voir le foot que je vous parlais de tantôt qui va se produire. Là. Vous allez bien le voir se faire. C'est quand même intéressant. Alors voilà, bonne fin de journée, messieurs, dames.